Et ça fait déjà 1 minute et demie que le record y tourne. Ah, parce que tu recordais ça, toi? En fait, j'aime bien recorder le début, comme ça, s'il y a des trucs drôles, je les mets en intro. Tu vois. Ok, effectivement. Je suis pas sûr, je pense qu'on a surtout dû être gênant. Non, c'est gaulerie. Bonjour et bonsoir à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du super podcast vraiment cool et intéressant, en plus d'être innovant et host par de Gauchias. Malheureusement, notre superbe co-host /amant /camarade Ratus n'est pas là aujourd'hui, donc vous êtes avec moi votre host principal Mandar, mais ne vous en faites pas, car je ne suis pas seul. Je suis accompagné d'un superbe invité, c'est pour ça que l'épisode, c'est un hors-série en fait. Je suis accompagné de mon super collègue /amant /camarade Imer, bonjour. Bonjour à tout le monde qui est super cool, intéressant et qui adore écouter des gauchias. Et ouais, parce que c'est nous, le super podcast. Donc, aujourd'hui, nous allons parler, avec mon superbe acolyte Imer, d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur tous les deux, étant donné que c'est notre passion commune. Nous allons parler du médiéval. C'est pour ça que le titre, c'était juste médiéval avec beaucoup de A. C'est parce que c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur, parce qu'on adore ça. Donc, on va parler de ça sous plusieurs prismes. Étant donné que c'est un hors-série, on aura toujours les 2 recommandations musicales, mais malheureusement, nous n'aurons pas les superbes chroniques que je fais avec mon acolyte Ratus, parce que, malheureusement, il n'est pas là. Vous savez que du coup, Imer est à mes côtés, et vous êtes là, mais qui c'est Imer? Peux-tu te présenter en quelques mots, qui ne te doxe pas évidemment? Moi du coup, je me présente sous le nom de Imer. À l'instant T, j'adore le médiéval, et certainement pareil dans les années qui vont venir. J'ai rencontré ce fameux Mandar dans un collège de province, où je lui ai proposé aimablement de venir faire une orgie en médiéval dans les bois, et il a accepté. Exactement, c'était ça. Et t'as vraiment rien modifié. Absolument rien. Mais du coup, comme vous pouvez vous en douter, c'est lui qui m'a introduit au médiéval. C'est grâce à lui que j'ai aimé le JDR, dont je vous parle dans absolument tous les épisodes, et le médiéval. Donc ça me fait très plaisir de l'avoir sur ce podcast, parce que c'était même avec ce super Imer qu'on avait fait l'épisode 0 du podcast, qui n'est jamais sorti, et qui nous a permis un peu de nous faire la main, si tu veux. Mais Imer a dit que c'était une orgie, c'était pas véritablement une orgie, vous vous en doutez. C'était un GN, donc j'en ai déjà parlé sur ce podcast, je crois, des GN. Mais du coup, peux-tu nous expliquer vite fait ce que c'est qu'un GN? Pour ceux qui ne sauraient pas forcément. Alors, sans forcément trop tirer le concept vers le bas, parce que j'aime bien faire la dérision là-dessus, en gros, c'est l'idée du jeu de rôle, que vous devez certainement connaître si vous écoutez le podcast, et c'est le concept de le mettre en grandeur nature, donc ça va un peu avec plein de choses qui peuvent se trouver comme étant malaisantes, sauf que moi je trouve ça franchement sympa. Donc on est en costume, c'est adapté pour qu'on puisse un peu le faire en live action, et puis d'une manière générale, ouais, c'est un peu plus théâtral, donc si t'as un peu d'autodérision, ça peut être une très bonne activité. Non, franchement, c'est vraiment très très fun, d'autant plus quand t'arrives et que t'as absolument aucun habit médiéval. T'as rien, genre, j'ai vraiment arrivé en jogging, t-shirt, basket, et Imer m'a gentiment prêté une cape pour masquer toute cette pauvreté médiévale. Mais au fil du temps, on a continué, et on en fait toujours jusqu'à maintenant, et maintenant ma tenue médiévale est un peu mieux qu'avant, genre. Mais maintenant qu'elle est très jolie, je me souviens, le premier jeu, donc c'était un peu à thème complot, justement. Donc voilà, c'était un peu la cour du roi, parce que t'es des collégiens. Donc... voilà, disons que ça ne volait pas spécialement haut. Et le truc qui était sympa, c'est qu'il était là, donc du coup, il était là avec sa cape et puis son gros jogos. Et je sais que dans le jeu, quand je lui parlais en RP, je lui disais qu'il était habillé comme un paysan, c'était étrange pour quelqu'un de la cour. Et du coup, il me regardait juste avec un air de chien battu, et ça me donnait beaucoup de plaisir. C'est vrai, je sais pas comment réagir, mais maintenant je sais me défendre, en RP en tout cas. Mais voilà, disons que c'est un peu ce qui m'a fait arriver dans l'esthétique médiévale et dans tout ça finalement. Mais en fait, ça m'a ouvert la voie surtout au jeu de rôle, qui est ma passion principale désormais, parce que c'est vraiment trop bien. Je vous ai déjà parlé du jeu de rôle, vous savez, le jeu de rôle, vous connaissez le jeu de rôle, je vous en ai déjà parlé ou pas? Vous connaissez? Le mec casse-couille au fond de la classe, tu sais. Non, mais disons que à nous deux, on a commencé ça, et maintenant, c'est un peu notre occupation favorite qui nous rassemble assez régulièrement. Effectivement. Et ce, dans une petite cabane dans les bois. Mais c'est vrai que si je devais à peu près donner une autre anecdote qui a été pénible dans cette vie où j'ai vraiment organisé ça, imaginez la situation. Il pleut des cordes. Vous squattez illégalement une cabane dans les bois, le tout en étant habillé en jogos plus une tunique médiévale en lin, donc ça n'a aucun sens. Imaginez ça. Ensuite, imaginez que dans ce tas de personnes prépubères arrive ensuite un monsieur avec un chapeau qui n'est rien d'autre que le garde forestier qui s'occupe de la région. Ensuite, imaginez à quel point j'avais l'air embarrassé avec mon acné, ma voix pas muée et surtout le fait qu'on était en jogos médiéval.
Et je devais lui expliquer pourquoi est-ce que cette bande de pignoufs était en train de faire ça dans les bois au milieu de la pluie. Oh mon dieu. Mais j'étais pas là, non? T'étais là. Si j'étais là, putain. C'était le jeu où il y avait du coup l'attaque des vampires, et ce qui est bien c'est que vu que la moitié des gens étaient en expédition, les gens ont vraiment totalement zappé le fait que les autorités étaient en train de regarder ce qui se passait. Putain, c'est vrai que pendant les expéditions, on avait ça. Parce qu'en gros, c'est la cabane bord d'une forêt, et du coup, des fois, on allait en forêt pour aller faire des expéditions dans le jeu, quoi. Quand on dit RP, c'est-à-dire dans l'univers du jeu. Ah C'était putain. vraiment horrible comme moment. Enfin voilà, mais maintenant, personne ne va nous faire chier, parce on a une barbe maintenant. Et on est tout de suite plus de street cred dans la forêt, quoi. Ouais, mais surtout, disons qu'on s'est un peu arrangé avec le reste, c'est-à-dire qu'on leur fait... Ça vous dit, on brûle pas la cabane et on boit pas d'alcool, vous êtes tranquille. Et depuis maintenant, on peut faire n'importe quelle orgie dans les bois. Et oui, non mais c'est trop cool. Non mais voilà, mais disons que c'était un peu l'introduction, moi, pour le médiéval, parce qu'avant c'était pas tellement... Évidemment, j'avais déjà entendu parler du médiéval, mais c'était pas vraiment un truc qui m'avait tant attiré que ça, étant donné qu'à cette époque-là, comme vous le savez déjà, j'étais un ouvou boy de fou. Oh oui, Seigneur. Mais disons qu'après, l'esthétique médiévale, elle est restée. Mais en fait, pour moi, le médiéval, c'est beaucoup lié au fantastique. Car j'ai grandi, n'empêche, avec Seigneur des Anneaux, qui est pour beaucoup de gens... la ref médiéval fantastique que tout le monde devrait avoir. Et t'as regardé les films quand, toi, Seigneur des Anneaux? Alors, Seigneur des Anneaux, quand j'étais enfant, et je dois dire que si le film a été, genre, incroyable pour mon enfant, le problème, c'est que ça fait quand même 9 heures. Et quand t'as un enfant, t'as juste envie de faire pipi tout le temps et de jouer au Lego. Pas tant retenu, le Hobbit surtout, le Hobbit. Ça a beaucoup plus ce côté enfantin, c'est beaucoup plus un voyage. Ouais. Un voyage, et les nains ils sont rigolos et tout, c'est beaucoup plus accessible pour un enfant. Et après, si tu restes accroché à l'univers, après tu peux plus partir sur le Seigneur des Anneaux. Mais du coup, ce qui était cool, c'est qu'après c'est resté, et maintenant je fais mes études littéralement en médiéval, en histoire de l'art, comme vous le savez. Et franchement, c'est un banger, quoi. Mais disons que, toi, qu'est-ce que t'aimes bien dans l'esthétique médiévale? Pourquoi est-ce que t'aimes bien le médiéval? Alors étonnamment, c'est difficile à répondre comme question dans le sens où comment dire ce qui vous plaît dans une esthétique en sachant que les goûts et les couleurs ça se discute pas nécessairement. Je pourrais dire que c'est vraiment le côté très aventureux. Après l'aventure ça se retrouve un peu partout, mais dans l'esthétique générale c'est ce côté un peu champêtre, un peu plus artisanal où un peu tout peut coexister, où c'est un peu plus brutal, côté un peu plus brut de décoffrage de manière générale. Faut savoir que Ymer aime beaucoup la forêt, globalement. Beaucoup. Et je vois qu'on a des bestioles dans l'appart à cause de la fenêtre, je vais aller fermer la fenêtre. C'est vrai qu'il y a une coccinelle donc je me sens en état naturel. Mais du coup, ouais, l'aspect un peu plus brut de décoffrage. Ouais, après c'est un peu vite dit, mais par exemple, si on prend dans l'idée le cyberpunk, qui est un genre qui a quand même son intérêt, d'une manière générale, c'est moins... Il y a beaucoup plus... C'est un univers qui me paraît quand même un peu plus complexe, enfin il y a beaucoup plus de choses qui sont moins tangibles. Là où le médiéval... tout est craftable de manière à peu près compréhensible. Et je sais pas, c'est plus simple. En fait, je pourrais même pas expliquer, mais j'adore. Ouais, je comprends. Mais c'est une esthétique qui t'attire, quoi. C'est ça. Je pense que ça doit être les matières naturelles, parce que c'est le propre de ce genre-là, puisque si on va dans d'autres genres, alors steampunk, machin, tous les trucs en punk, après, le rapport à la nature devient déjà un peu plus distant. Oui, c'est ça. Oui, c'est quand même assez proche de la nature, quoi. Mais disons qu'il y a beaucoup d'œuvres qui sont vachement bien, mais moi, je connais peu d'œuvres en tout cas que j'aime bien et qui sont vraiment importantes pour moi dans ma vie de tous les jours, qui sont vraiment genre juste des œuvres de médiéval genre tangibles. J'ai beaucoup de trucs de médiéval fantastique, mais médiéval très classique j'en ai pas. Après médiéval très classique, c'est vrai que en fait si tu prends quelque chose qui est très très loin dans le futur ou qui est très très proche, ça change totalement la vibe du truc. Dans le sens où du moment que tu parais que c'est pas concevable, le fait est que déjà ça t'autorise déjà un peu plus à rêver, et à mon avis c'est quelque chose qui est quand même déjà très agréable. Ouais, je vois. Parce que, par exemple, je sais pas, genre, une fiction où les gens prennent le RER, c'est déjà trop chiant, quoi. Oui, c'est surtout pas trop une fiction. Pour beaucoup de gens, dans la vie en tout cas. Et du coup, je te retourne la question, parce que j'ai dû un peu bricoler un truc. C'est vrai, moi, pourquoi j'aime bien l'esthétique médiévale? Parce qu'en fait, ça, c'est... disons, il y a plein de codes que j'aime bien. Déjà, j'aime beaucoup le médiéval, et j'aime beaucoup l'art antique et ancien. Tellement que j'en ai fait mes études, quelle dinguerie. Et disons que l'art médiéval, c'est vraiment l'art qui te permet, du coup, de vivre une histoire dans cet univers esthétique que j'aime bien. Et l'univers esthétique, tu sais, avec genre les anciennes architectures, les anciennes tenues, les armures. Ouais, c'est dans le... Ouais, je vois, c'est raccord à l'univers. C'est ça, genre tout le décorum médiéval, je l'aime bien. Et le fait, du coup, de pouvoir vivre une aventure dans le jeu de rôle, ou alors revoir une aventure dans les films ou tout ça, dans cette esthétique médiévale, je trouve ça vachement intéressant.
parce que disons que ça change, par exemple, d'une dystopie futuriste où l'histoire est certes innovante, mais où le seul truc c'est que c'est les problématiques de maintenant qui sont retranscrites dans une dimension plus large, plus lointaine. Ce que j'aime bien dans le médiéval, c'est que du coup, c'est des problèmes antiques qu'on connaît, qu'on a résolus ou qu'il y a encore maintenant, et de voir leur évolution et comment ça se résout. Dans en tout cas le médiéval sans le fantastique. C'est ça que j'aime bien. Parce que le médiéval et le fantastique, c'est juste trop fun et goofy. Goofy, ah. Ok. Je pense aussi que c'est beaucoup plus intéressant dans le sens où il y a... Enfin, si on est sensible à l'art médiéval, ça fait un monde qui est vraiment horrible, donc à cet aspect aventureux qui peut nous manquer dans notre vie de tous les jours, parce que prendre le RER, voir un exhibitionniste, c'est pas vraiment une aventure fun. Ouais, c'est ça. Alors qu'il y a cet aspect périlleux qui peut nous manquer, qui peut même carrément faire envie à certaines personnes. Et à côté de ça, si on est sensible à cette esthétique médiévale, naturelle, etc., ça veut dire qu'on a le mélange parfait entre la beauté et l'aventure. Alors que dans les univers cyberpunk, c'est un peu plus concentré sur l'idée que les bâtiments sont oppressants, c'est des problèmes urbains que beaucoup connaissent. Donc ça laisse un peu moins de place à la rêverie, donc je pense que c'est assez intéressant. Ouais, c'est ça. Puis t'as soulevé un truc intéressant. C'est que dans beaucoup d'œuvres médiévales, c'est que l'univers est pas forcément très accueillant. Tu vois, t'as une sorte de danger ou tu vois d'univers qui ne te veut pas finalement, qui te veut quoi coup d'aide, si j'ose dire. En fait, ce qui te veut mort. Mais en fait, ce qui est vraiment bien, c'est par exemple, je prenais un exemple de une de mes licences préférées, qui est The Witcher. Dans The Witcher, tout le monde entier veut ta mort. Globalement, c'est un univers vraiment inhospitalier, The Witcher, et disons que c'est un univers, bon, avec du fantastique, mais qui est vachement bien. Il y a peut-être dans notre audience qui ne connaissent pas The Witcher. Est-ce que tu voudrais expliquer vite fait ce que c'est The Witcher ? C'est un monsieur qui a les cheveux blancs, mais qui a encore des cheveux, et il a 2 épées, une pour les méchants humains, du genre des gens de droite, et puis une autre pour des monstres, ce qui est à peu près la même chose. Mais franchement, univers ultra intéressant dans l'optique où c'est vraiment, en fait c'est ce qu'on disait, mais en vraiment exacerbé dans le sens où le monde a vraiment que des problèmes que vous ne pouvez pas rencontrer dans notre monde quasiment. Mais il y a cet aspect brutal et très beau qui peut plaire à certaines personnes, et à mon avis c'est là où c'est très intéressant, parce que j'ai vraiment l'impression qu'en fait pour moi il y a 2 équipes dans ceux qui aiment le médiéval fantastique. Seigneur des Anneaux, c'est plus le côté rêve qui est accentué, alors que le côté The Witcher, c'est plus ce plaisir de voir un monde sombre et brutal, mais il y a des problèmes auxquels on s'identifie plus. Plus de réalisme en fait. C'est ça, mais un réalisme qui ne touche plus, parce que je pense que la peste noire n'est pas forcément quelque chose qui doit vous concerner. Mais en fait, disons que ce que j'aime bien aussi dans The Witcher, c'est que en fait l'histoire de The Witcher, viteuf, c'est t'as le monde avec les humains. Les humains, ils étaient posés tranquillou à faire leur truc d'humain, tu vois, médiéval. Et là, t'as eu ce qu'on appelle dans l'histoire de The Witcher, c'est la conjonction des sphères. En gros, la conjonction des sphères, c'est t'as eu 2 c'est univers. Un problème de géomètre. C'est ça. T'as 2 univers qui se sont imbriqués, et t'as des monstres de l'univers bis, du coup, qui sont arrivés de l'univers des humains. Et t'as aussi des humains qui sont arrivés, t'as aussi des elfes qui sont arrivés, enfin, blablabla. Enfin, tout le monde est arrivé dans ce monde-là, et ça donnait lieu à des situations avec des monstres qui étaient très compliqués, et en fait, ça donne lieu à des histoires vraiment bien. À la base, c'était des livres, c'était adapté en jeux vidéo, les jeux vidéo qui sont excessivement bien, et c'était adapté après en série, très récemment, que la série est bien. Franchement, il y a mieux, mais il y a vraiment pire. Et moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est si vous êtes gamer, achetez le jeu. Il est très souvent en promo, The Witcher 3, meilleur jeu, trop bien. Si vous aimez lire, achetez les livres. Et si vous aimez regarder des films, regardez la série. En fait, regardez du The Witcher, c'est trop bien. Consommez du The Witcher, c'est la vie. Ouais, vraiment. Et si vous aimez le jeu de rôle, ce que je vous conseille sincèrement, jouez au jeu de rôle The Witcher. Bah c'est ça, et en fait, ce qui est cool dans le jeu de The Witcher, c'est que tu peux... En fait, ce qui est bien avec le jeu de rôle dans le médiéval fantastique, c'est que, globalement, même pas dans le médiéval fantastique que, en fait, dans tous les univers, c'est que tu peux t'intégrer à un univers que t'aimes bien de fiction. Genre, dans JDR The Witcher, tu incarnes des personnages dans l'univers de The Witcher, et l'idée de pouvoir faire ta propre histoire dans un univers dans lequel t'as mis de toi-même, dans lequel t'es passionné, enfin franchement c'est trop bien comme expérience. À titre personnel, ouais, franchement c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré, et surtout qu'à mon avis, ça a quelque chose de très interactif. Déjà le jeu de rôle, c'est déjà très interactif, et en général les gens qui sont à ta table, c'est des gens que t'as choisis, donc ça permet de créer des souvenirs qui sont entre guillemets fous, sans faire de choses folles, et c'est un peu ce compromis parfait entre
l'aventure et la sécurité, j'ai envie de dire. Mais oui, parce que en jeu de rôle, vraiment, moi dans ma vie, en jeu de rôle, il y a eu des moments où j'ai ressenti des émotions ou des sensations que je ressentais jamais autrement. Il y a un moment récemment où j'ai joué à Baldur's Gate 3, qui est vraiment un super jeu, mais c'était la seule fois où j'ai ressenti les mêmes émotions que pendant un jeu de rôle. Et pourtant, les jeux de rôle, j'en fais depuis 5 piges, donc franchement, ça va, j'ai eu le temps d'avoir l'occasion. Franchement, c'est des émotions uniques, et pour peu que les gens à ta table, ce soit des gens vraiment bien, des gens à qui tu t'entends bien, avec qui il y a une bonne synergie, quoi. Putain, comment l'aventure est trop cool. Franchement, je le souhaite un peu à tout le monde, parce que pour le coup, c'est vraiment incroyable. Après, le truc avec le jeu de rôle, c'est que c'est un peu une relation paternelle entre le MJ et puis les joueurs, parce qu'il y a toujours ces dualités entre les deux, et je trouve qu'en vrai, c'est assez intéressant, parce que je trouve que ça en dit beaucoup sur les gens qui veulent faire MJ. Et dans le fond, c'est vraiment incroyable, dans le sens où c'est comme quand on va voir un film qui est fait par un certain réalisateur, et après, c'est réinterprété par un autre réalisateur. Et du coup, je dis n'importe quoi, vous regardez la troisième interprétation de Nosferatu et c'est totalement différent. Et à mon avis, ça qui est intéressant, c'est par exemple, vous faites un univers médiéval, voilà, médiéval fantastique. Donc, selon vos influences culturelles, votre santé mentale, etc., le monde n'aura absolument pas la même gueule. Et par exemple, Bandar ici même, un univers qui a un côté un peu plus hédoniste, un peu plus festif. C'est quelque chose de beaucoup plus... on se sent plus vivant dedans. Là où, par exemple, quelque chose qui pourrait être joué par quelqu'un qui ne sait pas trop de pseudo ici. Oui. Mais un ami à nous. Par un ami à nous, ça va être quelque chose de beaucoup plus déprimant, monocorde, avec des questions existentielles que j'ai pas envie de me poser, parce que si je veux les avoir, j'essaierai de me trouver un travail. Et ça, c'est impossible. Impossible, fais pas ça. Mais c'est ça, mais disons que... en fait, je me rappelle d'un moment dans notre campagne, la grande campagne qu'on a, et j'avais un perso. Ce perso, j'aime bien jouer des meufs en jeu de rôle, parce que c'est fun de pouvoir gender swap comme ça. Du coup, j'avais une meuf barde, qui est globalement l'archétype de tous mes personnages, et je sais plus... C'était quoi le contexte global, parce que ça fait quelques temps maintenant. C'était une roulotte. Oui. Toi, t'avais été recueilli parce que t'étais en duo avec avec un bandit recherché, genre beaucoup. Tu t'es retrouvé avec 2 voyageurs étrangers qui sont en quête d'une terre promise qui, ça se trouve, n'existe pas. Et du coup, ça fait dynamique intéressante dans l'équipe parce que vous y croyez pas. Enfin bref, ça fait un bon voyage. Voilà, c'est ça. Et cette campagne, c'est une campagne qu'on a tous les deux. Enfin, tous les deux avec d'autres amis. Et toi, tu es le MJ/joueur parce que tu joues en même temps d'animé. Et ça fait combien de temps qu'on a cette campagne ? Oh, ça fait déjà 2 ans. 2 ans qu'on a cette campagne, et c'est trop bien. Bientôt 3 ans. Parce que du coup, les personnages ils changent. Et par exemple, mon perso à la base c'était juste elfe barde simple. Et maintenant, vu que j'ai été maudit pendant l'aventure, et du coup j'ai des méga stigmates partout sur le corps. Enfin, genre, tu vois, ton perso il évolue et t'as des trucs qui arrivent au fil du temps. Et genre, c'est vraiment trop bien. Et c'est des trucs que tu peux faire nulle part ailleurs, quoi. Genre faire une campagne avec des potes sur 2 ou 3 ans où t'inventes tout un univers, c'est trop bien. Ben pour le coup, ouais, et puis là où c'est vraiment un plaisir dans ce côté un peu interactif, c'est que des fois la sauce prend de manière inexplicable dans le sens, tu peux préparer une quête, comme tu peux préparer une fête avec des gens, mais des fois, la chose la plus improvisée va avoir le meilleur ressenti. Et ce côté hyper interactif, genre par exemple un jeu vidéo, la quête, c'est la quête. Il n'y a pas vraiment d'aléatoire. Mais l'idée générale, c'est que dans un jeu de rôle, tu vas toujours devoir, si t'es MJ ou même joueur, te préparer à faire et à encaisser n'importe quoi. Et ce côté hyper interactif, c'est vachement intéressant dans le sens où tu es dans une situation qui est périlleuse avec du confort, donc t'as pas toutes ces émotions négatives où tu ne veux pas avoir. Et avec ce côté ultra aléatoire, ben t'as des situations où tu te fais vraiment prendre dedans parce que ça paraît pas scripté. C'est vrai, parce qu'on n'a pas dit, mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent, mais en fait, le jeu de rôle, ça se passe avec ta fiche de personnage, ta fiche qui décrit souvent les statistiques de ton personnage, qu'est-ce qu'il peut faire, quels sont ses stats de force, stats d'intelligence, tout ça. Et ça se joue surtout avec des dés. Des dés à plusieurs faces, 20 faces, 12 faces, 14 millions de faces, 121 faces. En fait, n'importe quel nombre de faces, en fait, il te faut un dé pour la probabilité. Par exemple, le MJ va dire... Tu rentres dans la taverne, et vu que tu es très pas à l'aise socialement, fais un jet. Un jet, du coup, tu lances le dé, et par exemple, souvent c'est avec un dé 20, le résultat de 1 à 20, ça va être très bien à très mauvais. Et du coup, en fonction de ton résultat, le MJ va changer
comment l'environnement agit par rapport à toi. Et du coup, ça fait une aventure qui est trop bien. Généralement, les MJ essayent de préparer une campagne, mais généralement, on s'éloigne de la campagne et c'est chiant pour les MJ. Oui, bon, ça après, c'est. En vrai, ce que je trouve hyper intéressant, c'est aussi la relation qu'on a avec le personnage. Parce que, genre, c'est impressionnant comme les gens jouent soit l'inverse d'eux-mêmes, soit vraiment une exagération de la personnalité. Et par exemple, cette personne qui est en face de moi à l'heure actuelle exagère énormément son trait impulsif et surtout hédoniste, et ça donne des situations où on doit tout le temps le ramasser à la petite cuillère parce qu'il sera bourré, en train de s'énerver ou être totalement défoncé. Alors que dans la vraie vie, on le ramasse un peu moins dans ces états-là. Oui, c'est vrai, mais c'est fun parce que disons que c'est un environnement fictif qui fait chier personne, donc c'est vraiment drôle. Ouais, voilà. Puis en fait, c'est vraiment genre, je pourrais même pas te décrire à quel point c'est différent d'un jeu vidéo, dans le sens où vous allez devoir travailler beaucoup plus votre imagination. En fait, vous allez devoir diminuer vos attentes. Mais si vous êtes relativement ouvert d'esprit, c'est vraiment hyper intéressant. Choisissez bien les gens avec qui vous êtes aussi. Oui, c'est ça, parce qu'il faut avoir vraiment un groupe qui est bien, quoi. Disons que si t'as un groupe où tu t'entends pas très bien, ça peut très vite être juste horrible. Un groupe où t'es pas à l'aise, parce que j'ai des gens dans mon entourage avec qui j'ai déjà proposé de faire du jeu de rôle, mais disons en fait c'est l'entourage avec les gens, ils sont pas à l'aise de rentrer dans le personnage et rentrer dans le RP. Le RP du coup c'est le fait de genre parler en RP, c'est quand tu parles comme ton personnage, tout ça. Ça peut être compliqué pour certaines personnes à première vue de rentrer genre dans le personnage. Et moi je comprends. Si t'as des gens qui t'es pas très à l'aise ou c'est des choses dont t'es pas habitué, je comprends que ce soit compliqué. Ouais, parce que c'est vraiment c'est un effort, parce que on dirait pas encore que c'est du jeu d'acteur, mais ça commence déjà un peu à y ressembler, et il faut vraiment avoir un environnement qui ne juge pas, des gens bienveillants, parce que on n'est pas là pour être moqueur. Mais oui, je pense qu'un très très bon environnement, ça peut vraiment aider. D'ailleurs, je donne l'anecdote, mais à la base, Donjons et Dragons, ça a été recyclé dans les années 90 pour faire une thérapie contre l'hyperanxiété et la timidité. Ah ouais ? Voilà, aux États-Unis. Trop bien. Voilà. Donc, si vous savez quelqu'un qui est timide maladif, déjà, le faites pas chier, parce que sa vie est nulle. Et proposez-lui du jeu de rôle à petite dose, parce que je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen de se rendre compte que le ridicule ne tue pas, qu'en étant ridicule avec des gens qui sont pas des meurtriers, d'une certaine manière. Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est intéressant. On va continuer sur ça juste après, parce que néanmoins, ça fait quand même déjà la moitié de l'épisode. Donc, certes, nous sommes dans un hors-série, mais on reste quand même dans le super podcast vraiment cool, intéressant, en plus d'être innovant, par de Gauchias. Un nom vraiment trop bien. Mais du coup, on a quand même 2 interludes musicales. Donc là, qu'on est au milieu de l'épisode, j'ai pour habitude de donner la première recommandation musicale à mes co-hosts ou invités. Donc, que nous proposes-tu, mon cher Imer ? Alors, je vais proposer un petit quelque chose qui est innovant. Personnellement, n'étant pas spécialement un fan de rap français, et déjà, en général, quand les paroles sont en français, j'ai trouvé quelque chose que j'ai trouvé plutôt agréable et que je vais vous partager, et ça me redonne un peu de soutien à un artiste que j'aime beaucoup, Eden Dillinger, avec son morceau Recherche dans son projet Scuba, et franchement, pour moi c'est banger. Ok, du coup t'aimes bien, et c'est du rap, donc on n'a pas l'habitude sur ce podcast, mais on a écouté un peu avant, et je trouve en vrai c'est un peu banger. Franchement, rap, petite influence métal, je trouve que le truc passe bien. Banger. Après, si vous n'aimez pas, je ne vous en veux pas, vous avez le droit d'avoir de meilleurs goûts que moi. Eh bien, on écoute Recherche de Eden Dillinger, on se retrouve juste après. Je recherche quelque chose que j'aime pas. La vie elle me tend quand je me sens vide et que j'avance dans le noir. Je recherche quelque chose que j'aime pas. Le manque qui résonne en moi, je suis en feu sans bois, chasseur sans proie, merde. Je recherche quelque chose qui monte dans mon cerveau. Je recherche quelque chose pour que routine explose. Je recherche quelque chose, l'époque de la Nintendo. Je vois que la chance m'a friendzone, je crois que j'ai perdu quelque chose. Je recherche quelque chose qui monte dans mon cerveau. Je recherche quelque chose pour que routine explose. Je recherche quelque chose, l'époque de la Nintendo. Je vois que la chance m'a friendzone, je crois que j'ai perdu quelque chose. Alcoolisé, je replonge dans mes souvenirs, c'est dans le whisky que trempe ma laine de Proust. Tout au fond de ma mémoire, je recherche un clément, cette idée après laquelle je cours. Je me sens nul par chez moi, j'ai trop la tête de bourge, la mentalité de Jamel Debbouze dans ma cage d'escalier. Et les lamelles se coupent et moi on n'est pas arrivé de la même soucoupe. Yeah, il ne m'écoute pas,
que l'on me ramène les coupables. Le but me rappelle l'échec et je sais que la réussite a un goût de marbre. Yeah, et je sais j'ai besoin de qui, mais les mois sont vides. Yeah, c'est perdu d'avance donc je me sens vite. C'est comme souhaiter bonne santé à un homme sans tête. Yeah, je suis dans une pute sans nom. Yeah, bientôt je suis plus de ce monde. Yeah, 23 années pour me construire et je peux tout détruire en une seconde. Ils sont faussement vrais mais purement cons. Je pourrais te le jurer sans mon nom. Est-ce que je vais trouver ce qui me manque? Peut-être que oui, mais sûrement que non. Je recherche quelque chose qui monte dans mon cerveau. Je recherche quelque chose pour que routine explose. Je recherche quelque chose, l'époque de la Nintendo. Je vois que la chance m'a friendzone. Je crois que j'ai perdu quelque chose. Je recherche quelque chose qui monte dans mon cerveau. Je recherche quelque chose pour que routine explose. Je recherche quelque chose, l'époque de la Nintendo. Je vois que la chance m'a friendzone. Je crois que j'ai perdu quelque chose. J'ai bien peur de rechercher encore le bonheur avec plusieurs carats sur l'échiquier. Avec plusieurs zéros sur le chiquier. Échec et mat sur l'échiquier. En désaccord avec moi-même devant le miroir, constate asymétrie. Je suis mort de l'intérieur, chaque jour prolonge ma vie dans les mains d'un taxidermiste. Merde, je sais plus si je le fais pour moi ou pour me venger. Cerveau en guerre, santé mentale est en danger. Merde, je vois plus que la haine, j'ai engrangé. Bloqué dans l'engrenage, supprime les traits, trop lance-grenade. Les cicatrices sont des tranchées. La rage de vaincre comme moteur, mon ambition prend de la hauteur. Hypocrisie, je connais l'odeur de leur sourire, j'ai des codeurs. Tout est fané dans le pot de fleurs. Je vois que des faux frères, pas de bonnes sœurs. Donc je mène mes recherches et j'ai laissé mon innocence sur le répondeur. Je recherche quelque chose qui monte dans mon cerveau. Je recherche quelque chose pour que routine explose. Je recherche quelque chose, l'époque de la Nintendo. Je vois que la chance m'a friendzone. Je crois que j'ai perdu quelque chose. Je recherche quelque chose qui monte dans mon cerveau. Je recherche quelque chose pour que routine explose. Je recherche quelque chose, l'époque de la Nintendo. Je vois que la chance m'a friendzone. Je crois que j'ai perdu quelque chose. Et nous revoilà, j'espère que cette superbe recommandation musicale vous aura plu. C'est assez étonnant dans ce podcast, mais je pense que c'est quand même vachement bien, en vrai. Ce sera rafraîchissant. Et oui, à la fin de la saison, donc à l'épisode 10, vous aurez sur Linktree, la playlist de toutes les recommandations musicales qui sera postée. Et du coup, vous pourrez voir toutes les recommandations musicales qui ont été postées jusque-là. Donc, vous êtes de retour avec nous pour parler de médiéval, notamment en ce moment de jeux de rôle. Avant de la trame musicale, t'as soulevé un point qui était intéressant, c'était Donjons et Dragons. Moi j'aime bien Donjons et Dragons parce que déjà c'est un univers qui est cool. J'ai un livre là-bas, Donjons et Dragons. Mais surtout en fait ce qui est cool c'est que ça permet, c'est tellement connu que ça a permis à plein de gens de commencer à faire du jeu de rôle sans forcément connaître de base, tu vois. Et c'est comme ce qu'on parlait avec Ratus dans l'épisode sur la musique. C'est passerelles en fait, ces trucs qui te permettent d'arriver dans une communauté. Genre on parlait par exemple Baby Metal. Moi ça m'a permis d'arriver dans le metal alors que j'étais un woo-boy. Tu vois, ces groupes passerelles qui te permettent d'arriver dans un nouveau hobby. Et ben Donjons & Dragons pour moi c'est ça. C'est le truc classique que tout le monde connaît, qui te permet d'arriver dans le jeu de rôle et peut-être de faire autre chose. Ça c'est un petit peu l'entrée en matière, c'est comme le Seigneur des Anneaux pour quoi que ce soit médiéval, qui a marqué plein de générations d'ailleurs. Mais disons que le jeu de rôle, tu peux y arriver de plein de manières différentes, et c'est tout comme le médiéval. Mais disons que le médiéval, c'est toute une vibe en fait qui te plaît ou qui te plaît pas. Et globalement, c'est souvent mixé avec trucs fantastiques, parce que c'est un univers qui s'y prête bien. Tu vois, c'est un peu antique, c'est un peu c'est passé, c'est antique du coup, globalement. C'est mystérieux, on se casse pas la tête, du moment que ça a un peu l'air naturel, du moment que ça a l'air plausible, c'est bienvenu. C'est ça, et le médiéval se prête bien à trucs fantastiques. Ouais, franchement c'est quelque chose sur lequel les gens s'autorisent énormément de liberté, c'est plutôt quelque chose qui est bien. Puis je sais pas, je trouve que c'est vachement intéressant l'optique où tu peux vraiment à peu près trouver toujours ce que tu veux dans le médiéval. Dans le sens, si t'es intéressé par tout ce qui va être les intrigues politiques, les manipulations, etc., il y a. Si t'aimes ce côté un peu rêverie, où c'est un monde plutôt idyllique, les gens sont beaux, etc., tu peux trouver, ça s'appelle les elfes. Si t'es intéressé par quelque chose de plus brutal, où vraiment c'est quelque chose qui est difficile à vivre, des problèmes qui te concernent pas, mais qui sont quand même difficiles, tu peux aussi. Si t'es intéressé par l'esthétique de ces immenses villes où il y a de la criminalité, etc., des bandits... En fait, c'est une société qui est vraiment hyper ouverte, le médiéval. Parce que par exemple, cyberpunk, enfin, je parle de cyberpunk dans le genre général, du ressenti que j'ai, parce que ce que je dis n'est pas spécialement professionnel, mais c'est très Qu'est-ce qui est professionnel ici ? Le matos.
Et oui, on met de la reverb. Parce que, par exemple, le cyberpunk, c'est un monde qui est vraiment très axé sur le côté urbain, etc. Ou alors quand on imagine de la campagne à côté, ça fait un peu étrange. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. En gros, ce que je veux dire, c'est que le monde médiéval, il a vraiment une grande fenêtre d'interprétation et c'est quelque chose dans lequel rien n'est vraiment choquant. Dans le sens, on va prendre Donjons et Dragons. Des pistolets. Vous voulez des fusils? Des fusils. Vous voulez des arbalètes? Des arbalètes. Vous voulez des trucs pour se téléporter? Des trucs pour se téléporter. Vous voulez des grenades? Ça choquerait qui? Vous voulez des énormes cerveaux avec des tentacules? Vous avez. Vous voulez des coffres avec des dents? Vous pouvez. Vous voulez assouvir vos désirs sexuels en mettant plein de trucs bizarres? Vous pouvez. Ça gênera juste vos joueurs. Oui, voilà, ça serait juste gênant pour les joueurs, mais après, voilà. Mais en fait, globalement, c'est ça qui est bien. Et le truc médiéval, globalement, il y a un truc intéressant. Parce que là, on parle beaucoup de jeu de rôle et de fantastique, mais disons que j'aime bien toute l'esthétique médiévale européenne. Moi, c'est celle qui me touche le plus. C'est celle qu'on connaît le plus par ici. C'est genre un petit peu Seigneur des Anneaux, The Witcher aussi. En fait, je reprends les mêmes rêves de fantastique, mais disons que c'est cette esthétique-là. T'as plusieurs types de médiéval, faut en parler. T'as aussi genre... Est-ce que les films genre Gladiator ou 300, ça peut être considéré comme médiéval? En vrai, ouais, antique. C'est le genre du peuplum. Oui, mais Peplum, c'est antique, globalement. Ouais, voilà. Après, c'est vrai qu'entre antique et médiéval, il n'y a pas vraiment un grand pont, puisque c'est à peu près la même DA, le bois, le cuir, le métal, un peu... En fait, toutes ces choses rustiques, en tout cas en Europe, qu'on a l'habitude de voir, mais qui font un peu l'espèce de passé que maintenant on peut fantasmer. Ouais. C'est un peu comme, j'espère que personne n'a de membres décédés dans sa famille, c'est un peu comme cet arrière-grand-père qu'on connaît de très loin, et nous on va fantasmer son passé alors que sa vie n'était pas si fou. Oui, je vois. Pour moi c'est pareil, c'est cet ancêtre mort que maintenant tu peux fantasmer dessus, tu peux broder quelque chose. Oui, c'est ça. Disons que le médiéval te permet, dans tout son décorum, de pouvoir mettre en place plein d'histoires différentes qui sont toutes vachement intéressantes, quoi. Ouais, voilà, c'est Le Seigneur des Anneaux, c'est un voyage dans un monde idyllique. The Witcher, vous avez à peu près tout ce que vous voulez. Donjons et Dragons, ça peut être cet univers bon enfant où les gens se battent dans les tavernes et après deviennent amis, alors que dans la vraie vie ça n'arrive pas. Ou ces villes remplies de voleurs, vous pouvez, c'est vraiment hyper ouvert, et en fait, la seule chose qu'il vous faut pour vraiment adhérer à ce genre d'univers, pour trouver ce qu'il vous faut, c'est d'aimer cette esthétique un peu naturelle, un peu brute, un peu plus ancien finalement. C'est ça. Disons que le médiéval, c'est une esthétique, pour peu que ça vous plaise. En fait, c'est pareil, on parle beaucoup du jeu de rôle, mais en fait, le jeu de rôle peut, dans son essence, ne pas vous plaire. Mais pour peu, si jamais le jeu de rôle vous plaît, putain, mais comment vous êtes trop bien dans la vie. Genre, c'est trop cool, quoi. Un truc trop bien. Mais le médiéval, pour moi, c'est l'esthétique que je préfère dans... Et pourtant... Dieu sait que j'aime plein d'autres types d'esthétiques, le cyberpunk j'aime bien, hein. Mais le médiéval pour moi ça aura toujours un charme qu'aucun autre truc peut égaler, parce que ça a cette vibe en fait, cette vibe spéciale que je sais pas trop comment décrire, mais c'est ça qui est galvanisante, tu vois. Ouais, je vois l'idée. Il y a un peu ce côté même quand tout est horrible, il y a ce côté un peu distant de notre monde qui nous donne quand même envie de s'y plonger en permanence. C'est ça. Disons que le médiéval, quand tu t'y intéresses, à notre moment maintenant, à l'instant T, t'as que les bons côtés sans les mauvais. Étant donné que t'es pas véritablement dans une étable médiévale avec des chevaux qui puent à dormir parce que t'as pas de maison. Oui, bon là après c'est médiéval dans le bas, mais par exemple... Je pense que ce côté vraiment distant temporellement, c'est vraiment ce qui fait cette chose, parce que par exemple, on prend le steampunk, monde industriel, en pleine révolution, progrès technique, etc. Révolution industrielle. On s'y retrouve tous. On connaît peut-être des personnes qui travaillent dans l'industrie. On voit ce côté révolution technique qui bouleverse nos vies. En fait, c'est pas vraiment dépaysant. C'est pareil pour le cyberpunk, cette révolution numérique, ce monde qui s'urbanise, etc. C'est des problématiques qu'on a vraiment, donc le dépaysement pour moi il est moins fort. J'imagine que c'est ça qui fait vraiment la différence. C'est vrai. Après, moi, je vais quand même mettre une nuance parce que t'as quand même... Moi j'aime bien le rétrofuturisme. Tu vois, par exemple, quand tu vois le futur depuis l'œil du passé. Le steampunk, c'est du rétrofuturisme. Tu vois. Ouais, c'est ça en fait le truc, non? Ouais, c'est ça. Ok, ouais. C'est ça, t'as très bien défini. Et en fait, par exemple, Atomic Heart, qui est un jeu vidéo qui est sorti il y a quelques temps, qui reprend l'esthétique, en fait, si l'URSS était toujours vivante et avait fait des progrès technologiques de fou. Mais c'est un peu comme Bioshock. Bioshock, si vous connaissez, qui est rétrofuturiste aussi, c'est un jeu vidéo. Enfin, c'est tout des façons
de voir l'avenir qui sont intéressantes, mais d'un œil du passé. Et ça, c'est aussi un truc, je pense, qui est intéressant, parce que j'ai jamais vu de rétrofuturisme de l'époque médiévale, tu vois. À part peut-être les visiteurs. À part peut-être l'Apocalypse de Saint-Jean. Mais décris-nous, je l'ai pas en tête. Viteuf. Viteuf. En gros, c'est le moment où Jésus revient sur Terre, parce que il y a trop de péchés, genre c'est vraiment la merde de fou. Et du coup, après, il se passe plein de trucs trop stylés, du genre volcan en éruption, les mers inondent des trucs, le diable arrive, tout brûle, les gens meurent de partout. C'est pas là qu'il y a les cavaliers de l'Apocalypse ? Si, bah justement, c'est la fin du monde dans l'époque médiévale. Ah, mais c'est un rétrofuturisme finalement. Ouais, puis... Mais en fait, je pense, en fait, à mon avis, je pense que ce côté temporel, c'est vraiment ce qui change tout. Parce que, prenez la vibe steampunk, vous pouvez accrocher de fou, mais ça a quand même, pas dire que c'est moins bien, mais c'est moins populaire, parce que je pense que on est tous moins dépaysés à l'idée de l'industrie, ou des innovations techniques. Parce que par exemple, si je veux voir un village médiéval, ça se trouve plus difficilement cette ambiance d'un village perdu avec des vaches, un univers très différent. Alors que si vous voulez un univers industriel, sur le reste de la France, ça se trouve facilement. Je vais aller à Alstom. C'est bien vrai. Mais c'est ça. Et ce que j'aime bien aussi dans le médiéval, c'est que ça, moi, après c'est peut-être juste moi personnellement parce que je suis quelqu'un qui a des goûts bizarres, mais j'aime bien l'architecture et les tenues de l'époque. Moi, c'est un truc qui est vraiment trop bien, genre l'architecture religieuse, bah du coup chrétienne européenne, parce que c'est celle que j'étudie, parce que je suis en France et malheureusement, en France on étudie le christianisme, on étudie que ça, et du coup c'est toute une esthétique architecturale que j'aime énormément, et l'idée d'avoir des histoires qui sont racontées au moment où ces édifices étaient à leur apogée de leur importance, ça me fait trop kiffer quoi, c'est trop stylé. Ouais, c'est vrai que après, c'est vrai qu'on essaye beaucoup de justifier quelque chose qui finalement est juste qu'un ressenti. C'est on aime les tenues, on aime les maisons, on aime ces paysages, on aime les types d'histoires qui s'y trouvent. C'est ça, c'est finalement en fait il y a pas vraiment beaucoup de choses à justifier. La seule chose que je pourrais vous justifier, c'est fait du jeu de rôle, parce que si vous êtes bien entouré, que vous avez plus d'imagination qu'une table, ça va franchement être une expérience de fou. Mais en fait, disons qu'en plus le jeu de rôle c'est facile à commencer. Ouais, c'est vrai. Parce que vous avez tous au moins regardé un film dans votre vie. Et par exemple, je vous donne quelque chose de type. Peu importe de quoi vous avez envie. Si vous avez envie de pas vous prendre la tête, si vous avez envie de vous amuser, si vous avez envie de vous plonger dans un univers, dans tous les cas, vous aurez votre compte. Si votre entourage est agréable, n'importe quel échec sera au moins drôle. Exemple type, une quête ultra impressionnante. Vous avez une ambiance de fou, très pesante, n'importe quoi. Tout échoue. Parce que les joueurs sont cons, parce que ceci, parce que cela, on s'en fout. Eh bien, le simple fait que vous n'avez aucune répercussion et que vous êtes entre personnes qui en théorie s'apprécient, du moins je vous le souhaite, eh bien vous allez rire. En fait, vous ne pouvez, si vous êtes avec les bonnes personnes, cette activité peut pas être chiante. Contrairement au Pictionary par exemple. Ouais, on se fait chier au Pictionary là. Qui est le Pictionary ? Pas moi. En vrai j'aimais bien, mais Ouais, une populaire opinion. T'as vraiment réussi à avoir du plaisir là-dedans. Bah franchement, ça va, c'est pire que le Pictionary en vrai. Site. En jeu de société, hein. Je parle pas en crime de guerre ou tout comme ça, quoi. Attends. J'ai trouvé. Ouais, bah je pense que j'ai gagné un point. Putain. Bon, mais en vrai, ce qui est aussi cool, c'est que vraiment, il te faut... Dans le pire des cas, tu voles un D6. Un D6 face. Tu voles un D6 à ta famille, tu prends un crayon, une feuille de papier. Et en fait, rien qu'avec ça, déjà, tu peux te faire un jeu de rôle. Parce que tu peux faire une fiche de personnage un peu précaire avec un de tes potes. T'en as un qui fait jeu de rôle, un qui fait joueur et un qui fait MJ. Et avec votre D6, bah, vous pouvez déjà faire des probabilités. Parce que certes, le D20 c'est le plus répandu, mais pourquoi D20 ? T'as des jeux de rôle qui font avec des D12 par exemple, tu vois ? Ouais, à peu près tout. En fait, c'est jamais... En fait, le seul aspect technique qui va vous empêcher de jouer, c'est les gens. Parce que... Oui, c'est ça. Si vous êtes étudiant, donc entre nous on se comprend. Mais si vous avez un travail, si les gens sont loin, etc., c'est déjà plus difficile. Mais moi je pense que c'est juste important, juste de s'y adonner au moins pour cultiver son imagination. Parce que une fois qu'on s'est entraîné à voir ce qui nous fait rêver un peu partout, la vie devient tout de suite plus intéressante. C'est ça. Si vous êtes triste, faites du jeu de rôle. Voilà. Bon, après, si toute votre famille est morte, je vous conseille peut-être un suivi psychologique. Oui. Mais je vous donne, par exemple, je donne l'exemple type, vous êtes passionné par le médiéval.
Parce que, Mais non. sans déconner, voilà, je me sens représenté dedans. Vous avez l'habitude de faire GDR et ça, vous avez façonné votre imaginaire là-dessus. À force d'entrer dans votre imagination, peut-être simplement que un petit quai en pierre vous stimulera plus votre imagination, peut-être simplement que vous autoriserez un peu plus à rêver. Parce ça. que c'est justement ça le jeu de rôle, c'est juste une feuille de papier, une bonne compagnie, et vous autorisez à voyager un petit peu. C'est ça, en fait, ce qui est génial dans le jeu de rôle, c'est quand tout le monde parle, quand le MJ décrit une situation et que t'arrives à l'avoir en tête. Genre, moi, je sais que quand on fait des jeux de rôle ensemble, quand tu dis une situation, quand t'es le MJ par exemple, je m'imagine dans ma tête comment est-ce que ça rend à l'image. Comment ça se visualise. Comment Ouais, ça se des fois visualise. en mode cinématographique. Mais oui, Moi, j'essaie d'imaginer les sons surtout. Mais par exemple, ouais, je trouve ça impressionnant de pouvoir travailler son imagination parce que au début, l'exercice était difficile, mais après, c'est tellement facile. et le seul truc, c'est que les combats dans le jeu de rôle, c'est très long. C'est vraiment, vraiment long pour du temps réel qui est... Enfin, disons que le temps réel dans le vrai monde est très long. Le temps RP, donc le vrai temps de combat, est très rapide généralement. Mais en fait, du coup, Le décalage est fou. c'est ça. C'est marrant quand tu repenses à l'heure et demie que t'as fait de règles de combat et quand tu repenses au combat qui a duré genre 12 secondes dans le monde fictif. C'est un peu marrant en vrai. Ce qui est hyper cocasse aussi avec le jeu de rôle, c'est que l'entre-deux est genre tellement minimisé, dans le sens, la partie où juste c'est moyen est tellement minime par rapport aux échecs ou aux réussites qui sont vraiment absurdement critiques. Et du coup, ça fait des situations que j'adore, du style Zorblob, le mangeur de blob, à sa hache. Et donc là, du coup, Zorblob, le mangeur de Zob, il a sa hache. Et là, Non, il change le fil du temps. et donc du coup, Zorbub, ce qu'il fait, c'est que le simple fait de mettre un coup de hache, il y a tellement de probabilités que ce soit absurdement réussi, que ce sera drôle. Et si c'est absurdement nul, c'est encore plus drôle parce qu'il va par exemple, je dis n'importe quoi, se fouler la cheville en mettant un coup de hache. Oui. Donc c'est drôle parce que ça nous fait rire. Rigole. Rigole. Non, en fait, c'est ça. Disons. Écoute, y a pas d'alcool, il faut bien qu'on s'amuse. Bah ouais, voilà. Mais disons que dans le jeu de rôle, ce qui est fun, c'est que t'as ton dé. Globalement, c'est des nuances de trucs et t'as toujours la réussite critique et l'échec critique où là, c'est juste réussite à outrance, échec à outrance. C'est ce que t'as dit. Et ça rend des petits moments de piquants qui sont un peu marrants. C'est en vrai. ça. Et en général, quand c'est une réussite critique, si c'est un combat, on va le glorifier. Et si c'est un moment ultra nul, genre commander un steak au resto, bah là on va juste faire un truc complètement absurde et c'est juste très drôle. C'est vrai. Et l'échec critique est généralement toujours un moment où le MJ se fout de votre gueule. Ouais. Mais on en redemande. Mais il y a une nuance à faire, c'est que nous, on apprécie beaucoup le jeu de rôle en présentiel. C'est-à-dire nous, autour d'une table ou un endroit, tous ensemble. Mais il y a aussi du jeu de rôle que tu peux faire à distance. Je pensais par exemple à des jeux de rôle, nous on en a fait sur Discord. Ah ouais, tard l'époque. Tard l'époque, quand on pouvait C'était pas avec se voir. C'était avec Oui, c'était. Et puis, mais c'était trop bien. Mais à distance, c'est aussi bien parce que du coup, le MJ, moi je sais que c'était moi le MJ d'une des campagnes qu'on avait fait en distanciel. Et du coup, j'avais toutes les ressources sur mon ordi et je drivais genre en audio les joueurs qui étaient de leur côté et c'était vachement fun en vrai. Et vu que c'était sur Discord, si vous connaissez un peu Discord, t'as plusieurs chats vocaux et plusieurs chats écrits. Et sur un des chats écrits, on avait un automatisme qui nous permettait de faire des lancers de dés aléatoires. Et en fait, on pouvait faire du jeu de rôle, du coup, tous depuis chez nous au distanciel. Et même si moi je trouve que ça manque d'un petit charme où on est tous ensemble et on fait des blagues tous ensemble, on mange un gâteau, et ben ça reste quand même vachement fun parce qu'on peut toujours faire du jeu de rôle tous ensemble et ça n'a pas de prix quoi. Ouais, franchement, si je dois revenir sur JDR, c'est vraiment la preuve que le seul moyen de vous immerger, c'est vraiment votre tête. Dans une piscine, s'immerger dans une piscine en fait, la blague parce qu'en fait on est dans une piscine. J'espère qu'il va sauter. Dans la piscine. C'était très drôle. Voilà. Ah, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez vraiment juste besoin de vous immerger dans le monde, j'entends. Parce que on était sur Discord, je devais certainement pas sentir très bon dans ma vieille chambre, avec mes écouteurs qui étaient complètement bloqués, et pourtant j'avais vraiment l'impression d'être un moine avec une immense bite. C'est vrai. Aussi parce que t'avais grandi de taille. J'avais grandi de taille, Putain. et on avait mesuré. Mais c'est vrai parce qu'en fait du coup il avait grandi en taille globale et du coup c'était marrant. Franchement, j'ai jamais autant ri. Mais disons que pour arriver sur la fin, franchement, le jeu de rôle, c'est pour moi le meilleur vecteur
de l'esthétique médiévale. Parce qu'en fait, elle est propre à chacun. Dans un jeu de rôle, t'auras... moi j'aime bien faire du jeu de rôle médiéval, mais après évidemment t'as du jeu de rôle futuriste, du jeu de rôle actuel. Mais c'est un truc qu'on a vraiment pas beaucoup expérimenté, voire pas. C'est vrai, parce que finalement, quand il s'agit d'imaginer le RER, ben on le fait un peu naturellement, donc... C'est ça, disons que nous on a toujours été attirés par le médiéval dans notre groupe de potes, Ouais, globalement. c'est ça, c'est un peu le délire qu'on avait de base, en fait. C'est ça, du coup on a toujours fait du médiéval, donc malheureusement si vous avez fait du jeu de rôle actuel ou futuriste, on n'en parle pas, je C'est suis ça. désolé. Mais Un petit peu moins accurate, mais on vous soutient. c'est vrai, mais du coup, c'est le meilleur moyen pour moi de véhiculer l'esthétique médiévale parce que t'as la trame principale et après chacun imagine l'univers de la manière qu'il veut. Genre, je me rappelle dans notre campagne là qui dure depuis 3 ans là, Ouais. y a un moment où on arrive dans des marais et t'as un esprit qui s'appelle la Dame des Marais. Et la Dame des Marais, c'est un truc trop bien parce que du coup, vu que c'est un jeu de rôle, tu peux faire à peu près tout. Et mon personnage a pactisé avec la Dame des Marais. Et du coup, maintenant, genre, je peux faire appel à la Dame des Marais, mais du coup, ça me demande des trucs. Et j'ai eu dans l'aventure un chien que j'aimais trop. Vraiment, c'était mon bébou de fou. Mais malheureusement, j'ai dû le tuer pour la Dame des Marais parce que j'avais demandé qu'elle me sauve la vie, ou un truc comme ça. Et c'est ce genre de situation qui, moi, vraiment... Bah après, peut-être parce que je suis sensible ou je voulais trop investir dans l'histoire. Mais c'est bien, trop s'investir dans l'histoire. Et j'en avais vraiment mis mal parce que j'étais là, putain, mon chien... C'est cool. Et j'ai vraiment ressenti de la peine pour ce chien qui était finalement fictif. Et pour moi, je trouve que c'est la plus belle beauté parce que du coup, c'est vraiment une histoire dans laquelle t'es tellement investi, dans laquelle tu te plais tellement que tu finis par t'investir émotionnellement. Et ça, c'est beau parce que tu vis des vrais moments du coup. Ouais, c'est ça. Puis, encore une fois, si vous êtes avide d'histoires impactantes émotionnellement, et que vous êtes maître de jeu, il y a vraiment pas de quoi se biler, parce que chaque échec d'un MJ, si vous êtes avec des amis, ce sera juste des fous rires assurés. Oui. Vous ne pouvez pas être perdant de cette expérience si vous avez des amis avec qui vous aimez passer du temps. Tant que vous êtes, en fait, dans le jeu de rôle, tant que vous êtes avec les bonnes personnes, c'est bon. Ouais, voilà. Franchement, soit c'est banger parce que vous trouvez ce que vous voulez, soit c'est un échec, et dans ce cas-là, vous riez parce que c'est un échec. Mais, dans tous les cas, vous avez une distraction. Ouais. Non, par exemple, exemple type, pour nous qui sommes pas doudidingos, on va dans une cabane dans les bois, il y a même pas une goutte d'éthanol, et juste on s'amuse de fou parce que, quoi qu'on réussisse ou qu'on échoue, ça nous fait rire. C'est vrai. Enfin, je veux dire, c'est juste largement suffisant. C'est vrai qu'on rigole et des fois on fait des sessions de 2 jours de suite de jeux de rôle. L'odeur des gars. Mais après, je vous avoue que moi, j'avoue, je vais... Allez, confession. Oh Confession. J'avoue que je suis, dans le groupe, la personne la moins RP. J'assume. C'est tout le temps moi, au bout d'un moment, qui lâche et qui fait plein de blagues. En fait, en gros, dans le jeu de rôle, t'as souvent une mesure entre faire des blagues et être sérieux, entre guillemets. Je fais des guillemets avec mes doigts. Mais j'avoue que je suis la personne qui est généralement la moins sérieuse en premier. Et t'as un petit côté hyperactif, du coup, le truc qui est franchement très fun, c'est que genre, du moment qu'il y a une scène qui stagne, parce que des personnes dont je ne citerai pas le nom prennent vraiment 2 ans pour demander quelle est la cuisson du steak. Bon, tu devrais biper. C'est vraiment une dinguerie. Genre, tu leur demandes l'assaisonnement de leur fucking soupe, ils vont te prendre 15 ans à réfléchir. Du coup, forcément, tu fais des blagues, parce que c'est trop chiant. Du coup, je t'en veux pas vraiment. Mais après, c'est vrai que quand tu balances des quacouba à longueur de partie, c'est vrai que c'est un peu... Non mais c'était 2022. Normal. Non, parce que le truc, c'est qu'au fur et à mesure que ça passe, le temps, c'est toujours de plus en plus cancer. Du coup, t'as de plus en plus de... Personne ne doit savoir que je suis cancer. S'ils suivent le podcast, ils le savent. Hein. Oui, c'est vrai. Donnez sur Utip pourquoi je sois mon cancer. En GDR. Sauvez-moi, s'il vous plaît. C'est le 7ème cocobé du voyage. Non, mais avant, je disais beaucoup Kokubé parce que, en fait, c'est le genre d'expression qui reste en tête. Genre, c'est comme, en ce moment, sur Ouais, TikTok, c'est t'as... ça, vidéo d'excuses, carrément. Non, mais c'est vrai, sur TikTok, t'as beaucoup de brain rot, et en ce moment, dans le brain rot, c'est patapim. C'est ce genre de blague comme ça, et moi, je l'ai dans la tête, du coup, et le Kokubé, ça a été resté dans ma tête pendant longtemps, et du coup, je le disais pour la blague, des fois. Mais c'est vrai que c'est voué de cancer, j'avoue. Mais, Je pour pense revenir- aussi que le problème, c'est que... Déjà, c'est drôle parce que c'est cancer, sauf qu'au fur et à mesure, ça devient de plus en plus drôle parce que ça devient encore plus cancer, et en plus, c'est cancer d'une période antérieure. c'est vrai. Du coup, le nombre de situations où on faisait un jeu de rôle avec un qui du coup nous met littéralement un monde où il nous inflige toutes ses névroses les plus profondes. Donc, je dois
expliquer à une madame de 40 ans qui vient de perdre tous ses enfants d'une pneumonie, et pendant ce temps, lui, il me balance des quoi couper toute la journée. Oui, mais on s'amuse. Mais en plus, dans le JDR, eh bien, en fait, ce qui est terrible, c'est qu'il y a beaucoup de stats. Généralement, des stats, J'arrête de jouer avec les personnages. t'en as quoi? T'en as 15 généralement. Quand, pour les trucs un peu fournis, t'en as 15, genre des stats. Ouais, et encore 15, c'est un jeu de pur. Ouais, 15 c'est un jeu, voilà. Mais genre, dans son JDR à lui, on avait combien? On avait genre 60 compétences. En fait, c'était même pas, Et genre... encore 60, c'était il y a 2 ans. Hein. C'était même pas une grille, c'était une roue de compétences avec des sous-compétences, de sous-compétences, de sous-compétences. En fait, si je devais illustrer, il y a des règles de myopie. Ça vous suffit? Il y Oui. a des règles de myopie. Oui, voilà. Mais en fait, en soi, moi j'aime trop, tu vois. Ça me dérange pas. Mais au bout d'un moment, il y en avait tellement, et en fait, nous on suivait pas. Mais le concept, j'aime trop. Le fait d'avoir plein de règles et tout pour que ce soit un Carré peu... dans l'axe. Carré dans l'axe, j'aime bien l'idée. Franchement, je trouve ça cool. Mais ouais, globalement, plein de fois, on galérait, on chie du sang, quoi. Ouais, et puis je pense... Après, je vais pas forcément faire une critique, genre, au monde ouvert de son jeu, mais je pense que le gros problème aussi, c'est que le JDR, il y a vraiment ce côté... Tu vois un peu l'âme de la personne de certaine manière, et lui, il a vraiment trop mis ses névroses dans le jeu, et du coup, le monde devient quasiment trop déprimant pour que ce soit crédible. Oui. Ce qui est dommage, puisque c'est quand même intéressant, un monde un peu plus mélancolique. Mais là, quand t'as un stade où même les enfants ne font même pas une blague pipi caca, ça veut dire qu'en fait le monde n'est pas crédible. Mais plus rien en fait. Le monde est perdu. Le monde est perdu, quoi. Même si même les enfants sont pas chiants, c'est ce qui se passe. C'est ça. Mais en fait, et on dit tout ça, mais malgré tout, on passe des super moments quand on fait ce JDR. Ah oui, parce que c'est des critiques qui sont bon enfant. Hein. Parce que on l'aime quand même. Hein. On triquite, mais malgré tout, on passe des super moments, et d'autant plus parce que le fait que l'univers est très sérieux, et que nous, on l'est pas, c'est très drôle. Et en plus, vu que c'est un JDR un peu steampunk, et ben, moi, j'amène ma machine à écrire, et je fais un peu un rapport pendant toute la partie de ce qui se passe. Ce qui est très fun, en soi, parce qu'après, t'as le rapport de la partie, mais du coup, pendant toute la partie, t'as un connard qui fait... Et donc du coup ça fait chier tout le monde, mais moi j'aime bien. Et au final on s'habitue. Et à la fin on a des super rapports écrits dactylographiés à la machine à écrire qui sont un peu stylés. Ouais, c'est plein de... Après, il faut aussi comprendre que nous, on est un peu des autistes du truc, dans le sens où il y a la plupart des gens, ils viennent en suite, avec en chaussettes, ils ont une bière et du sauce, peut-être des apéricubes, et juste, ils font ça normalement et après ils vont se coucher. Alors que nous, on met vraiment un cadre de baiser pour juste dire quoi couvert tout le long. C'est vrai, on se met en costume, on va dans des pièces qui essayent d'inspirer la vibe du JDR. Non, on fait ça bien. On fait ça bien, il y a des bougies, il y a des machines à écrire. Des fois, on est même tellement investi qu'on me ramène des instruments médiévaux. Et des fois, on met même pas... C'est vrai, des fois, on ramène des instruments médiévaux. Genre la flûte. Attends. Genre... Ouais. Il a même pas fait de fausse note pour changer. Genre la flûte. Et vous savez pas si c'est en une seule prise ou en plusieurs. mais voilà, disons... C'était un first try. Je lui dois ça. Mais disons que c'est assez fun parce que nous, on essaie de mettre un cadre. Et en fait... Mais no hate à ceux qui font du jeu de rôle juste en casual, parce que c'est beaucoup mieux. Tu peux en faire beaucoup plus souvent, avec moins de préparation. Mais bon, nous, on trouve que l'espèce de cadre qui s'y met, c'est quand même cool. Ouais, en fait, je pense qu'on a juste tellement de plaisir dans cette esthétique générale, après qu'on le fait vraiment comme ça. Après, franchement, si vous voulez juste arriver en hoodie et juste faire un truc extrêmement simple, qui est d'ailleurs très pratique, le tout en mangeant des méga chips qui croustillent, franchement, libre à vous. En plus, vous serez peut-être même plus RP que nous, qui balançons des blagues de merde toute la journée. C'est vrai. Et vous aurez peut-être même du chauffage. Alors... c'est vrai que ma cabane en bois est pas spécialement bien à ce niveau-là. C'est vrai. Vous savez qu'il manque un mur. C'est 3 murs, pas 4. C'est vrai. Et même sur les 4 murs, il y aurait pas d'isolation. C'est vrai. Parce que j'ai pas l'intention de mettre de la fucking laine de verre dans une cabane en bois. Je comprends. Eh ben, c'était fort bien cette discussion, mais on arrive à la fin de l'épisode. Donc, on espère, avec mon superbe acolyte, qui vous a plu, que vous avez apprécié de nous écouter parler de sujets de nerd pendant 7 heures. C'était vraiment trop cool. Ça me fait très plaisir d'avoir pu inviter mon... J'ai tapé l'ordi. Je suis très heureux d'avoir pu inviter mon ami Imer avec moi aujourd'hui, qui est mon bestie de toujours, et je suis très content de l'inviter sur le podcast, pour une fois avec un vrai épisode, parce que c'est avec lui que tout a commencé. C'est ça, épisode 0, ne l'écoutez pas, il est nul. Vous l'écouterez jamais. C'était enregistré sur mon lit, avec 2 vieux micros qu'on tenait à la main,
Guess de fou, mais... Ça saturait, c'était bancal, on savait pas de quoi on parlait. Là, c'est après la même chose, sauf que juste, il carrait le truc de fou. On espère que l'épisode vous a plu. On se retrouve dans 2 semaines avec mon acolyte Ratus pour un nouvel épisode un peu plus classique du podcast. On espère que notre petite discussion vous a plu. Et pour cette fin d'épisode, je vais vous laisser avec une de mes recos musicales. Donc du coup, je vais vous proposer une musique un peu plus calme pour finir l'épisode. Du coup, c'est un groupe d'indie rock, je pense que ça peut se qualifier comme ça, qui s'appelle Grandma's House, que j'aime fortement beaucoup. Et c'est un de leurs derniers singles qui est sorti récemment dans leur dernier EP qui s'appelle Anything For You. C'est le single Slaughterhouse, qui est très bien, que j'aime beaucoup. Bon, c'est un groupe, certes, pas excessivement connu, mais quand même signé chez un label, et c'est leur sortie récente. Donc, on espère qu'on va pas se faire striker. Certains épisodes précédents, on a eu des demandes pour retirer le contenu, mais on a rempli les formulaires, et normalement, tout est bon. Donc, on espère que cette recommandation musicale va vous plaire. On se quitte avec Slaughterhouse de Grandma's House. Au revoir et à très bientôt. Au revoir, et je sais de la place à Ratus pour la prochaine semaine. Au revoir et à très bientôt. Slaughterhouse, I would be your killing floor. I would be the funeral home, I'd be the family morgue. I'd do anything for you, I'd do anything for you.